Salut, je m'appelle Mila, j'ai 22 ans et je suis tatoueuse depuis maintenant presque 2 ans. Je vais vous parler de mon parcours et de mon arrivée jusqu'à où j'en suis aujourd'hui. Je vais essayer de faire le plus brièvement possible, mais ça risque d'être un peu long. Alors déjà, il faut savoir que pour être tatoueur ou tatoueuse, aujourd'hui, on a besoin de trois choses. Le diplôme d'hygiène et salubrité, une déclaration à l'Agence régionale de la santé et une déclaration financière à l'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, le diplôme d'hygiène et salubrité, déjà je vais revenir dessus. C'est une formation qui se fait aujourd'hui en 3 jours et qui est payante. Elle peut être faite en milieu hospitalier ou alors dans des instituts qui sont un peu comme des écoles de tatouage. Ça commence à apparaître, même s'il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine ou si ça fait un peu polémique. Comme c'est un métier artistique, on ne peut pas l'encadrer comme une formation classique parce que avoir un diplôme en art, c'est un peu compliqué, même si nous, on travaille aussi dans le social et qu'on a une dimension d'hygiène hyper importante, comme l'aurait un médecin ou un infirmier. Donc en fait, le diplôme hygiène et salubrité, il sert vraiment à nous apprendre juste les bases sur l'hygiène, sur comment créer un espace stérile, comment gérer la contamination croisée, parce qu'on travaille avec du sang quand même. Donc dès qu'il y a des maladies ou du contact sanguin, c'est très complexe et il faut être formé pour gérer ça. La déclaration à l'Agence régionale de la santé, elle sert tout simplement à expliquer que, en tant que tatoueur ou tatoueuse, on travaille dans un espace qui est adapté aux conditions d'hygiène qu'on demande pour une effraction cutanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre shop, il répond à des normes bien strictes pour être propre et pour éviter toute contamination, tout problème d'hygiène, etc. Et c'est aussi pour stipuler qu'on travaille avec des consommables stériles. Donc l'Agence régionale de la santé, en gros, on leur déclare, moi, en tant que tatoueuse, je travaille chez telle société qui est habilitée pour ce genre de métier et je stipule que je travaille dans des normes qui sont tout à fait correctes. On envoie cette déclaration avec le numéro de SIRET du shop, notre numéro de SIRET à nous en tant qu'auto-entrepreneur, à l'Agence régionale de la santé. Il faut savoir qu'il y a une ARS pour chaque région ou département, région je crois, ouais c'est ça. On envoie ce document-là à l'ARS et l'ARS envoie donc cette déclaration au shop lui-même qui recevra le papier et nous, après, donc, on a nos documents qui stipulent qu'on est bien autorisé à travailler dans ce shop-là. Et en cas de contrôle dans un shop, ça prouve aussi qu'on travaille bien ici et qu'il n'y a pas de souci à se faire parce qu'on est censé se déclarer en fait. Normalement, un contrôleur de l'ARS, quand il rentre dans un shop, il doit savoir quel tatoueur travaille ici et pourquoi. Ensuite, la dernière chose, c'est une déclaration à l'URSSAF. Quand on est tatoueur ou tatoueuse, on est obligé d'être auto-entrepreneur. On ne peut pas être salarié parce que sinon c'est du salariat dissimulé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un patron qui va facturer nos heures, qui va nous imposer un emploi du temps et nous verser un salaire régulier. C'est nous, en tant qu'auto-entrepreneurs, qui travaillons dans un salon et qui facturons nos clients. Donc on est obligé d'avoir ce statut-là. Après, dépendant de notre entreprise, etc., on peut avoir différents statuts. Moi, je suis en micro-entreprise. Comment j'ai fait pour en arriver là? Alors, moi, je suis pas du tout sortie d'une école d'art, j'ai pas de cursus particulier. J'ai toujours dessiné en autodidacte, mais j'ai pas fait d'école d'art. En fait, j'ai pris quelques cours à droite à gauche, mais il y avait des choses, c'était plus pour scénariser un manga. Et sinon, j'ai fait quelques cours de peinture ou d'anatomie. Mon parcours, il a été un peu hasardeux en vrai. J'ai d'abord fait une école de musique parce que j'en faisais aussi et je ne me voyais pas forcément devenir tatoueuse au début. Ensuite, j'ai fait une fac de japonais parce que j'étais très intéressée par la culture japonaise et que je pensais faire du tatouage traditionnel japonais. Et je me suis dit, si je veux aller étudier là-bas, la langue, c'est la première barrière. Donc, en fait, depuis le lycée, je commençais à me faire tatouer. J'ai fait mon premier à 16 ans, ce qui est très jeune. Normalement, on ne se fait pas tatouer mineur, mais moi, j'étais accompagnée par mes parents qui ont signé une décharge et qui étaient présents le jour de la séance. Personnellement, je ne tatoue pas les mineurs, même avec une décharge des parents. Je suis d'accord que certains tatouages peuvent, comment dire, certains tatouages peuvent porter à réflexion, entre guillemets, ça peut se discuter, mais au shop où je suis, je ne tatoue pas les mineurs et je ne préfère pas en prendre la responsabilité parce qu'on peut très bien regretter un motif plus tard, surtout quand on le fait très jeune. Bref, je me suis fait tatouer à 16 ans, puis à 18 ans, et je suis devenue très amie avec une tatoueuse, avec la tatoueuse qui m'a tatouée à 18 ans.
Et à partir de là, j'ai commencé à traîner dans son shop, à discuter de la possibilité de devenir tatoueuse. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est plus ma mère, en fait, qui m'a dit de devenir tatoueuse. Elle m'a dit, mais Mila, t'en parles tout le temps, pourquoi tu deviens pas tatoueuse? Et moi, je me voyais pas du tout devenir tatoueuse au début. Je pensais pas avoir l'assurance ni le niveau de dessin. Donc c'est pour ça que mon parcours a été un peu hasardeux. J'ai un peu bifurqué aussi parce que je voulais pas forcément admettre que j'avais envie d'être tatoueuse et je croyais pas trop en moi. Sauf qu'au bout d'un moment, à la fac, j'en avais marre de rien faire. J'avais l'impression de ne plus pouvoir dessiner, d'être très très loin de mon objectif. Et au bout de la deuxième année, j'ai tout plaqué et j'ai décidé de tout mettre en place pour être tatoueuse. Donc après les partiels de la deuxième année, du premier semestre, pardon, j'ai tout plaqué, j'ai commencé à dessiner tous les jours et j'ai tout fait pour passer ma formation hygiène le plus vite possible. Donc j'ai tout plaqué au mois de janvier et en avril, j'ai passé ma formation hygiène. À côté de ça, j'ai commencé à aller voir de plus en plus de professionnels. Excusez-moi. Et j'ai passé ma formation, je suis allée voir plein de tatoueurs pour demander un apprentissage avec mon book. Donc oui, il faut savoir que comme on n'a pas de cursus particulier, la seule chose qu'on peut faire pour devenir tatoueuse ou tatoueur, c'est d'aller voir un tatoueur avec un book et de leur demander de nous prendre en apprentissage. Euh, on appelle ça, oui, un apprentissage classique où on aura un maître d'apprentissage qui sera référent normalement, même si on apprend de tout le monde dans le salon en général. Donc, j'ai essuyé beaucoup de refus et quand je suis sortie de ma formation hygiène aussi, on m'avait recommandé à un shop pour passer un apprentissage, enfin pour passer un entretien pour un apprentissage. Le truc, c'est que ça s'est extrêmement mal passé. À peine je suis arrivée dans le shop, j'ai eu des blagues machistes, sexistes, des blagues sur ma taille comme je suis toute petite. Et globalement, on m'a dit que je savais pas dessiner, que je savais rien faire, que tout ce que je dessinais c'était bon à jeter, que je pouvais tout recommencer. Mais c'est surtout parce que c'était un shop de l'ancienne école pour moi, donc ça veut dire des gens qui exercent depuis très longtemps dans le métier, principalement du old school, qui est un style de tatouage qui a été l'un des premiers à apparaître, je crois, en tout cas l'un des plus forts. Et voilà. Donc, je suis ressortie, j'ai pleuré, et je me suis dit que je n'y arriverais certainement pas. Ça a été la première grosse désillusion, mais j'ai continué à aller voir beaucoup de professionnels qui m'ont rassurée, qui m'ont dit que j'avais un très bon niveau. J'ai notamment rencontré une tatoueuse qui s'appelle Eva Hagen, qui m'a beaucoup soutenue dans cette démarche, qui m'a beaucoup aidée, beaucoup rassurée. Et c'est notamment grâce à elle que j'ai pu aussi commencer à tatouer chez moi. Donc j'ai été ce qu'on appelle une scratcheuse ou un scratcher. Comme j'avais ma formation hygiène en poche et que mes parents me soutenaient énormément, j'ai tout simplement installé tout ce qu'on peut trouver dans un shop dans ma chambre, environ beaucoup de choses, et j'ai commencé à tatouer des connaissances et des amis proches. D'abord, c'était au handpoke, donc ça veut dire que je prenais l'aiguille qu'on mettrait normalement dans une machine et que je faisais du point par point. Normalement, quand on a une machine, en fait, ce mouvement-là, il est fait par le moteur de la machine et c'est pour ça qu'on a une ligne continue qui se trace. Le mouvement est extrêmement rapide. Mais quand on fait du handpoke, on vient tout simplement faire une ligne au point par point. Voilà, donc j'ai commencé ça parce que ça me coûtait moins cher et que c'était pas possible d'obtenir une machine pour le moment. J'ai fait ça pour une dizaine de tatouages et en parallèle, après beaucoup de refus, j'ai finalement été prise en apprentissage dans le shop de ma ville, dont je tairai le nom, mais où ça ne s'est pas du tout bien passé. Là-bas, je n'avais pas de maître de référence, enfin, je n'avais pas de maître d'apprentissage référent. J'ai énormément appris de mes collègues qui m'ont beaucoup aidé. C'était des gens qui, heureusement, étaient bienveillants et qui étaient très talentueux. Et s'ils n'avaient pas été là, j'aurais pas progressé aussi vite. Mais voilà, grâce à eux, j'ai beaucoup progressé. Mais en gros, au bout de 3 semaines, on m'a fait tatouer mes cobayes, alors que normalement, il y a quand même une longue phase d'observation et une phase où on va vous apprendre comment fonctionne une machine, comment adapter un motif, enfin tout ce qui va vous aider à tatouer. Sauf que moi, je ne l'ai pas eu. Au bout de 3 semaines, on m'a fait tatouer mes cobayes. J'étais très heureuse de tatouer et j'étais totalement dans l'hystérie de la chose aussi. Et au bout de 3 semaines sur mes cobayes, on m'a dit, bon, tu arrêtes tes cobayes et tu prends les clients du shop en disant que tu as 2 ans d'expérience. Alors que j'avais un mois, un mois d'expérience. Et du coup, bah forcément, c'était très stressant, c'était très dur. Et assez vite, je suis devenue
Comme une tatoueuse classique, en fait, mon agenda commençait à beaucoup se remplir, mais il faut savoir que c'était un street shop, donc en fait, c'est une boutique de tatouage qui donne sur la rue. On parle de street shop, c'est un peu comme si c'était un shop où le tout venant peut venir. Et donc on a souvent les mêmes demandes de tatouage, souvent des petits motifs, et c'est un shop où les rendez-vous s'enchaînent souvent assez vite, même s'il y a des grosses pièces qui sont faites aussi. Dans le domaine du tatouage, à ma connaissance, il y a deux types de shops, les street shops et les shops privés, qui là sont des lieux où on ne peut pas rentrer comme ça, il faut venir sur rendez-vous, ou alors il faut demander à passer, on peut prévoir le rendez-vous à distance, etc. Donc moi c'était un street shop et c'était un peu l'esprit du shop. Ça s'est très mal passé pour ma part, j'ai beaucoup tatoué très vite mais je travaillais trop et j'ai touché 40% de mon salaire, ce qui est considéré comme normal pour un apprenti, voire chanceux parce que souvent on n'est pas payé. J'ai eu des amis qui n'étaient pas payés ou qui touchaient 15 à 30% de leur chiffre d'affaires, je crois. Donc oui, c'est ça en fait. Quand on fait payer un tatouage, soit on récupère un pourcentage, ou on paye un loyer, en fait, tout simplement. Chaque mois, on paye un loyer pour le shop. Là, dans mon cas, j'ai touché 40% du chiffre d'affaires que je produisais. Je suis partie au bout de 6 mois, comme ça ne se passait pas bien du tout, et qu'il y avait beaucoup d'événements dans ce shop qui ne me plaisaient pas. Je considérais que je ne travaillais pas du tout de la même manière que les gérants voulaient et que ça ne passait pas. Je suis partie au bout de 6 mois et j'ai retrouvé un shop au bout de 2 mois après un léger burn-out et beaucoup de vadrouilles. J'ai continué à tatouer à côté, j'ai fait de l'événementiel. C'est-à-dire qu'en fait j'avais des stands de flash tattoo dans des concerts ou des petits événements comme ça organisés par mes amis. À la suite de ça, j'ai réussi à retrouver un shop. C'était une période compliquée puisque c'était les grèves à Paris, donc je vous laisse imaginer la difficulté. J'ai pu retrouver un shop où j'avais beaucoup plus de liberté. C'était un shop privé, je pouvais avoir ma clientèle comme je voulais, et là je n'avais pas de loyer encore une fois. Je devais juste verser un pourcentage très faible par rapport à ce que je donnais avant sur mon chiffre d'affaires. Je suis restée à peu près 1 an dans ce shop-là, mais comme on était en période Covid, bah, j'ai tatoué 1 mois ou 2, je crois, et puis après, il y a eu le confinement pendant 2-3 mois. J'ai repris ensuite et j'ai quitté ce shop-là, comme ça, j'ai quitté ce shop-là en janvier dernier, parce qu'avec mon copain, on a décidé de déménager comme il avait une opportunité de venir à Toulouse. Et ça concordait très bien pour moi parce que j'avais postulé dans un shop à Toulouse aussi en parallèle, où j'ai fait un essai et où j'ai été prise. Et j'en suis très heureuse parce que c'est un shop où ça se passe extrêmement bien. Je suis dans une équipe bienveillante et j'apprends beaucoup de mes collègues, je m'entends très bien avec eux, alors que dans le shop privé où j'étais avant, j'avais des rapports compliqués avec certaines personnes du shop. Donc voilà, aujourd'hui je tatoue à Toulouse chez la Promenade Tattoo Shop, qui est un salon tout à fait bienveillant et où chacun a son style bien défini. Je crois que c'est à peu près tout. Je fais aussi du dessin et de l'illustration. On a chacun des petits projets, des fois on fait des collaborations. Et c'est à peu près comme ça que je suis devenue tatoueuse. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment y aller au culot. C'est un métier où il ne faut pas avoir peur, il y a beaucoup d'échecs. Et surtout, il ne faut pas abandonner. Il faut toujours se remettre en question. C'est un métier où on apprend tous les jours. Et je suis contente d'avoir eu le courage de me battre et d'être là où j'en suis. Et je sais que c'est difficile. Mais voilà, si certains sont intéressés par ce métier-là, c'est à peu près mon parcours. Alors, pour ce qui est du processus créatif, déjà, on va différencier à peu près deux types de tatouages. Il y a soit les demandes du client ou de la cliente qui viennent vers nous avec une idée, des images de référence, des photos, enfin voilà, qui viennent vers nous. Et nous, notre rôle à ce moment-là, quand c'est une écriture, bah, on discute du souhait de la personne, le style d'écriture qu'elle veut, quelque chose de fin, aéré, impactant. Soit s'il y a des références photographiques qui sont souvent des tatouages déjà faits ou des tatouages de Pinterest, là on va discuter ensemble du design. Il faut savoir qu'en général, il y a un peu une éthique entre tatoueurs et tatoueuses. En tout cas, moi c'est mon cas. Je ne copie jamais à 100% un tatouage ou un motif. Et, euh, et du coup, je retravaille toujours le dessin avec le client ou la cliente.
Quand c'est quelque chose de minimaliste et très simple, c'est compliqué de faire quelque chose de vraiment différent, mais jamais on copie un tatouage 100% parce que sinon c'est tout simplement du vol et que deux personnes ne voudront jamais vraiment avoir le même tatouage sur leur peau, surtout quand c'est une création qui est unique. Donc voilà. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les flash tattoos. Et quand on propose un flash, c'est tout simplement qu'on propose un dessin, un motif de tatouage qu'on a déjà fait, et les personnes peuvent choisir. En général, un flash, c'est à usage unique, c'est un dessin unique qui est adopté par une personne, et c'est tout. Après, je sais que dans certaines conventions ou chez certains tatoueurs, il y en a qui reproduisent leur flash, mais ils ne préviennent pas forcément les clients et les clientes. J'ai déjà vu des témoignages de gens qui étaient super contents d'avoir un flash et en fait, ils voient que le tatoueur ou la tatoueuse le fait sur une autre personne juste après ou quelques temps après. Donc ça, c'est pas très correct à mon sens parce que je pense qu'il y a peu de gens, encore une fois, qui veulent voir le même motif sur la peau de quelqu'un, surtout quand ils s'attendent à ce que ce soit leur pièce. Donc voilà, pour ce qui est de mes dessins à moi, je me laisse un peu porter de manière générale. Je regarde beaucoup de contenu, artistique ou pas. En fait, moi sur Pinterest, je me fais ce qu'on appelle des tableaux où je regroupe plein de choses. Moi, mon univers, il tourne beaucoup autour de choses oniriques, psychédéliques, donc de l'ordre du rêve, de la nature. J'aime beaucoup dessiner des arbres, pardon, mais j'aime beaucoup faire des trucs chelous, genre mettre des yeux ou des trucs comme ça. Donc j'aime bien me faire des tableaux, par exemple j'en ai pour l'anatomie, j'en ai pour les références architecturales, j'en ai pour la nature, enfin voilà. J'ai souvent un peu cette petite banque de données générales parce que j'aime beaucoup dessiner des visages et les mêler avec d'autres choses, par exemple, ou des corps. Et je travaille souvent avec ça. Pour ce qui est des idées, ça me vient un peu dans mon quotidien en général, ou alors quand je discute avec des amis et des collègues et qu'on se tape un délire sur un truc, j'aime bien partir de ça. Et voilà. Pour ce qui est des demandes des clients, en général, je discute souvent du processus quand c'est une pièce qui va vraiment toucher plus à l'illustration, parce que une composition, ça doit quand même être bien travaillé pour que ça aille bien avec la partie du corps et surtout que ça corresponde à la personne. Je pense notamment à un client, par exemple, qui voulait se faire tatouer un soldat, mais il avait toute son image derrière, il y avait beaucoup de contenu. Et je me suis permis de lui dire, attends, mais est-ce que tu te rends compte qu'un soldat, ça peut signifier ça? Est-ce que tu es en accord avec ça? Parce que tu risques peut-être de le regretter, c'est un peu lourd comme image. Et là, on est suivi une discussion, il me disait, ah oui, c'est vrai, c'est pas ça que je veux véhiculer, etc. Et du coup, voilà, je prends le temps de discuter avec la personne des significations qu'elle voit pour, en général, les motifs qu'elle souhaite, pour qu'on soit d'accord sur la composition et lui proposer quelque chose qui lui plaît. Pour ce qui est du dessin en lui-même du tatouage que je vais fournir, comment je fonctionne? On échange par mail en général. Je pose des questions sur l'emplacement, la dimension en centimètres approximative et j'envoie plusieurs croquis à peu près une semaine avant la séance de tatouage. Des croquis qui sont quand même assez sauvages, entre guillemets, dans le sens où c'est pas très détaillé, mais j'en envoie plusieurs parce que ça me permet de choisir la dynamique que le client préfère. Et à partir de là, au moment où on s'est mis d'accord sur la dynamique du tatouage, j'envoie le dessin fini quelques jours avant la séance, jusqu'à la veille, dépendant de mon emploi du temps. Parce que comme je fais toute la journée certaines périodes, je ne peux pas finir les dessins avant le soir même. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je fonctionne. Alors, ensuite, vers quoi se dirige le secteur du tatouage? Alors, j'ai pas la réponse, évidemment, mais j'ai quelques hypothèses et quelques avis là-dessus. Je pense qu'il y a un énorme conflit générationnel. Déjà, il y a surtout les tatoueurs de l'ancienne école et les plus jeunes tatoueurs d'un autre côté. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. On se fait pas tatouer aujourd'hui comme on se faisait tatouer avant. C'est plus la même clientèle non plus. Et j'ai l'impression que beaucoup de nos clients, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent aussi avoir un humain derrière. Ils s'intéressent aussi souvent à la personne, ils demandent conseil aux autres pour savoir si c'est un espace safe. En tout cas, moi, dans ma clientèle et dans mon shop où je suis, c'est l'impression que j'en ai. Les gens, ils veulent être sûrs qu'ils vont passer une bonne séance, ils veulent qu'on les écoute et c'est pas seulement des gros mecs baraqués ou enfin voilà, il y a ce cliché un peu du tatoué qui est forcément un gros dur mais ça vient surtout
d'un très vieux cliché d'il y a longtemps, parce qu'avant, n'importe qui ne se faisait pas tatouer, c'était très très underground, et voilà. Donc je me demande comment ça va évoluer pour les anciennes générations, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de dénonciations par rapport aux manières d'agir des tatoueurs, que ce soit pour le respect de la personne, pour le respect surtout des femmes qui subissent beaucoup d'abus, malheureusement, et du respect aussi du choix du client, parce qu'il y a des tatoueurs et des tatoueuses qui parfois imposent un motif, une taille de motif qui n'est pas demandée. Et ça, aujourd'hui, c'est très très dénoncé et révélé, et c'est une bonne chose, je pense. Il y a une page notamment qui s'appelle Balance ton tatoueur qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment pour la dénonciation des abus de beaucoup de tatoueurs. Ça peut aller de non-respect du motif, de non-respect de la vie privée à la personne, à des agressions sexuelles ou non, malheureusement. Donc je me demande comment ça évoluera, surtout pour ces générations qui sont assez conflictuelles, on va dire. Et je me demande aussi euh, comment évoluera la clientèle, parce que, bah, encore une fois, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer et beaucoup plus en plus de gens qui deviennent tatoueurs. Donc, moi, je trouve ça génial, en vrai, parce que ça fait qu'aujourd'hui, le tatouage, ça devient de plus en plus considéré comme un art. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas considéré comme des artistes, on est juste des auto-entrepreneurs. On ne peut pas déposer de brevets sur les tatouages qu'on réalise et on est très peu considéré par l'État. En fait, on est traité du point de vue hygiène comme seraient traités des infirmiers ou des médecins, je crois. Du point de vue économique, on est juste traité comme des auto-entrepreneurs qui font du commerce et de l'artisanat, si je ne me trompe pas. Donc on est encore dans une case un peu particulière, on n'est pas reconnu comme des artistes, on n'a pas de chômage, on n'a pas de retraite, on n'a pas de congé non plus, forcément. Donc c'est un peu particulier. Je me questionne vraiment sur la considération qu'on va avoir parce que on est dans une case vraiment particulière. C'est difficile. Et, euh, et voilà. Alors, en ce qui concerne mon futur dans le monde du tatouage, je suis très heureuse d'être tatoueuse et de faire ce métier. Je me suis beaucoup battue pour en arriver là. Ça n'a pas été facile, mais je suis très heureuse de le faire. Seulement, j'ai aussi d'autres passions. Là où j'ai l'impression que beaucoup de tatoueurs et tatoueuses, en tout cas c'est mon impression, sont juste entre guillemets tatoueurs et tatoueuses, j'aime beaucoup d'autres choses et j'ai envie de laisser de la place à ma vie pour la musique notamment et d'autres activités parce que j'aime énormément le dessin et l'illustration. Et je me questionne sur l'agencement de tout ça par rapport à mon métier de tatoueuse. J'aimerais continuer à tatouer tout en laissant de la place à la musique ou en m'autorisant peut-être une journée dans ma semaine pour faire de l'illustration. J'ai toujours été intéressée par le jeu vidéo aussi, mais ça me paraît très compliqué de tout faire en même temps. Donc je pense que je vais continuer à tatouer et j'aimerais vraiment me créer un univers encore plus propre à moi-même et trouver une clientèle qui saura répondre à tout ce que je proposerais, entre guillemets, tout ce que je proposerais. Et, euh, et voilà, j'aimerais bien continuer à travailler là où je suis actuellement chez la Promenade Tattoo Shop pendant un bon bout de temps. Et un jour, j'aimerais former une équipe et ouvrir une structure éventuellement. J'ai déjà quelques idées de qui je pourrais avoir dans mon shop pour travailler, mais c'est vraiment pas pour tout de suite, pas avant peut-être 5-10 ans parce que c'est beaucoup trop de travail d'ouvrir et gérer une structure et j'en suis pas du tout encore là. Dans tous les cas, j'aimerais ouvrir une structure qui soit bienveillante et qui puisse accueillir d'autres formes d'art, que ce soit musical, donc plus dans l'événementiel, peut-être permettre d'accueillir un petit peu de public de temps en temps, ou alors des activités, peut-être travailler avec d'autres professionnels qui viendraient de temps en temps. Mais dans tous les cas, je voudrais un milieu qui soit safe, qui soit ouvert à la discussion, qui soit ouvert aux questions sur les identités de genre, où tout le monde se sente bien. Et voilà, j'aimerais toucher un peu à tout ça si je dois ouvrir une structure. Alors, ensuite,
Ma place en tant que femme dans le tatouage. Alors ça c'est très intéressant parce que oui, j'ai toujours senti que j'étais une tatoueuse et une femme qui tatouait, pas juste une personne qui tatouait. Surtout pendant mon apprentissage au début. Alors, c'était de la part des clients majoritairement que je ressentais ça, parce que quand j'ai commencé à tatouer, c'était au mois de juin, donc il a commencé à faire très chaud très vite. Donc forcément, j'étais en débardeur, parfois j'étais en short et parfois j'étais en robe. Donc j'avais le droit à des remarques sur le fait que j'étais mignonne. Pendant la séance, il y a même un gars qui m'a demandé s'il me plaisait, qui m'a dit que j'étais mignonne, que je travaillais bien. Donc c'était très très gênant. En plus, il puait le déodorant et ça me piquait les narines. Et ses regards étaient très très durs à supporter. Je gardais les yeux rivés sur son tatouage. Et à la fin de la séance, il m'a payé plus en me disant que j'étais mignonne et que je pouvais garder la monnaie. Donc c'est toujours bizarre à subir. Enfin, subir. C'est toujours bizarre en fait, on comprend pas du tout ce qui se passe dans ces moments-là. Je pense aussi à des habitués du shop qui venaient souvent et qui du coup faisaient la bise à l'équipe, buvaient des bières avec nous des fois de temps en temps et qui m'envoyaient des messages sur différentes plateformes, en fait, que ce soit sur mes comptes privés ou publics, où je postais du coup juste mon travail sur Instagram, sur Facebook, qui m'envoyaient des messages et qui réagissaient à tout ce que je postais. Et quand il venait, il posait souvent ses bras sur moi et ça, en fait, ça me mettait très très mal à l'aise, surtout que je suis toute petite et que je me sentais un peu écrasée. Et, euh, et ça, c'est arrivé pas mal de fois. J'ai aussi eu la chance de pouvoir tatouer sur une convention quand j'étais en apprentissage. Et j'ai eu une drôle de sensation. J'avais l'impression d'être une petite chose et j'ai déjà été draguée aussi par des hommes beaucoup plus vieux que moi dans ce domaine-là, alors que c'était des tatoueurs et ça fait très bizarre quand on a 20 ans, quand la personne qui nous drague peut avoir à peu près l'âge d'être notre père. C'est très dérangeant, honnêtement. Et sur le lieu de travail, c'est déplacé. C'est pas normal, je pense. Voilà. Après, il y a eu d'autres choses un peu plus particulières aussi. Je pense que quand on est une femme dans le monde du tatouage, en tout cas, je pense, c'est mon avis, on est souvent plus délicate. J'ai souvent entendu ça. Ça veut pas dire que toutes les femmes sont délicates, mais j'ai souvent entendu ça, tout simplement parce qu'on subit beaucoup plus de remarques dans notre vie. On est beaucoup plus exposé aux agressions, à se sentir blessé, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Et on m'a souvent dit qu'on venait vers moi parce que j'étais délicate, parce que j'étais douce, donc ça c'est une chose. Et c'est vrai, j'essaye de faire attention à mes clients, à les mettre à l'aise. Mais on m'a aussi fait ces remarques-là pour mon travail en me disant que les femmes faisaient des choses plus fines, que les femmes faisaient voilà, des petits tatouages comme ça, alors que moi j'aime beaucoup les lignes très épaisses. J'ai quand même un style avec des lignes très marquées, j'aime le contraste, j'aime les aplats de noir. Et un client en particulier était venu vers moi en me disant qu'il préférait les femmes parce qu'elles étaient plus douces et qu'elles faisaient un travail tout fin. Donc moi j'ai beaucoup ri avec mes collègues parce que j'étais celle qui adorait les traits les plus épais, enfin faire les traits les plus épais à l'époque. Et en plus, la personne qui me demandait ça me demandait du tribal. Un tatouage tribal, c'est vraiment ces tatouages assez emblématiques des années 90-2000, je dirais, avec des gros aplats de noir, des formes assez anguleuses. Donc bon, on n'a pas compris et bon, la séance s'est très bien passée. C'était une personne très correcte, tout à fait adorable. Mais voilà, c'est toujours le genre de truc que j'entends aujourd'hui et souvent quand je dis que je suis tatoueuse, on s'attend souvent à ça, d'après ce que je comprends. On s'attend souvent à des petites choses très fines et, euh, et ça me fait rire et ça me fait beaucoup rire. Bon, après, moi, j'ai jamais subi d'agression particulière. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ça a été le cas. J'ai déjà eu des témoignages de femmes et de filles qui ont eu des choses beaucoup plus graves que moi dans ce monde-là et qui souvent se font reprocher leur tenue, on leur demande de s'habiller sexy, on leur demande d'attirer du client encore. Mais c'est des choses qui tendent à évoluer parce qu'aujourd'hui, beaucoup de tatoueuses, en tout cas beaucoup de femmes tatoueuses que je rencontre, décident d'ouvrir leur shop privé, d'établir un safe space et leurs propres règles donc pour leur shop. Et ça, c'est hyper important.
Il y a de plus en plus d'espaces où tout le monde peut venir, où on ne se sent pas discriminé si on s'identifie comme homme, femme, non-binaire et toute autre identité, où on ne va pas discriminer l'homosexualité, etc. Et c'est très important parce que j'ai déjà vu des clients aussi qui se faisaient pas vraiment insulter, mais qui subisaient des reproches de la part notamment de mon manager en apprentissage, enfin quand j'étais en apprentissage, et des remarques du genre ah mais ça c'est trop féminin, ah mais ça c'est trop masculin, et moi je pense que c'est nul de genrer des motifs déjà, que chacun peut faire ce qu'il veut, et ça c'est des choses qui sont encore très présentes, notamment cette idée de genrer les motifs et de parfois vouloir rire des identifications des gens et de leurs ressentis. Alors, ensuite, on va parler des scratchers. Un scratcher, qu'est-ce que c'est? Un scratcher, c'est quelqu'un qui tatoue pas en shop, donc qui tatoue chez lui, souvent, ou alors en événementiel. Je crois vous en avoir parlé, mais c'est ce que j'ai fait, j'ai tatoué chez moi, et je pense pas avoir fait partie de la catégorie des scratchers les plus craignos parce que je faisais tout pour stériliser mon matériel. Je travaillais avec du matériel à usage unique. J'avais le même nettoyant qu'on pouvait utiliser en shop ou en milieu hospitalier et ça a été temporaire. C'était pas mon choix de tatouer à long terme chez moi, mais le faire, ça m'a permis de pouvoir me faire mon expérience dans un cadre safe, sans pression, et je l'ai pas du tout mal vécu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tatoueurs qui ne supportent pas les scratchers. Euh, je peux le comprendre et je peux l'entendre. Beaucoup de tatoueurs aujourd'hui commencent comme ça, en fait, tout simplement parce qu'on peut se fournir depuis Internet maintenant et que c'est très facile. Et du coup, ça permet de commencer et de pouvoir tatouer vraiment tranquillement. Après, c'est pas du tout la meilleure chose à faire quand on n'a pas d'expérience, quand on ne sait pas à qui s'adresser et quand on ne respecte pas les normes d'hygiène parce qu'il y a des risques. C'est une effraction cutanée, il peut y avoir une contamination croisée, il peut y avoir des bactéries qui rentrent dans votre peau. Et si vous n'utilisez pas du matériel stérile, c'est tout à fait dangereux. Maintenant, est-ce que c'est foncièrement mal de commencer chez soi? Je ne pense pas. Si c'est temporaire et que ça vous permet de commencer à faire ce que vous aimez et que vous faites au mieux, je ne pense pas que ce soit si mal que ça. Maintenant, beaucoup de tatoueurs discréditent les scratchers et en parlent très mal parce que en cette période de pandémie, alors qu'en tant que tatoueur officiel, entre guillemets, en tant que vrai professionnel, on n'a pas le droit d'exercer et que les scratchers, eux, continuent à travailler et que beaucoup de clients et clientes se tournent vers les scratchers en ces temps de pandémie puisqu'ils tatouent chez eux et que nous, on ne peut plus tatouer du tout. Donc je peux comprendre qu'on soit très déçu et qu'on soit en colère du fait de ne pas pouvoir travailler. Mais bon, si tu commences comme ça et que tu n'as pas trop d'autres choix pour vivre, c'est entendable, je pense. On a tous besoin de manger, on a tous besoin de commencer et de se faire notre propre expérience. Et parfois, je me dis que si j'avais commencé en tant que scratcheuse et que j'avais continué, peut-être que je n'aurais pas subi autant de violence que celle que j'ai pu subir en apprentissage. Pour moi, ça a été très lourd psychologiquement. Et on peut très bien apprendre par soi-même. Maintenant, si on fait des tatouages qui sont vraiment moches et qu'on expose les gens à des choses dangereuses, c'est quand même une chose importante à prendre en compte. C'est pas n'importe quoi de tatouer et c'est pas n'importe quoi de tatouer chez soi. Je pense que si c'est temporaire et que ça permet de se faire une expérience, c'est pas si mal que ça. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on fait et surtout, il faut toujours se renseigner sur la personne qu'on va voir, sur son travail, sur ses capacités et sur comment cicatriser ses tatouages. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter après tout ça? Je pense avoir beaucoup parlé, mais il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Quand même, je pense que j'aimerais qu'on soit plus reconnus en tant que tatoueur et tatoueuse. Aujourd'hui, on n'est pas du tout reconnus comme des artistes, je crois déjà l'avoir dit, mais comme des auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses. Quand on fait un apprentissage, on n'a pas un statut d'apprenti non plus, donc c'est très compliqué quand on veut se lancer. Et bah forcément, on n'a pas de congé, on n'a pas de chômage, on n'a pas de retraite, on n'a rien de tout ça. Et on est vraiment dans une case un peu obscure. Et
pour moi, c'est un peu compliqué à vivre et je ne pense pas être la seule. Même quand on veut faire un prêt, quand on veut louer un appartement ou ce genre de choses-là, c'est encore compliqué aujourd'hui. Ensuite, il y a autre chose qui me tient à cœur, ce serait les avis des gens. En fait, c'est important de dire quand on ne se sent pas en confiance avec un ou une artiste. C'est important que vous le fassiez savoir. Et prenez aussi le temps de vous renseigner sur ce que vous cherchez. J'ai l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui commencent à avoir un peu cette culture tatou, mais je me rends compte aussi que peu de gens se renseignent sur le travail de leurs artistes. Et parfois, on a peu de considération aussi de la part des gens, en fait. On vient nous demander quelque chose qui est complètement en dehors de notre style, parfois. Et on peut parfois se le faire reprocher. En plus de ça, c'est comme si vous alliez au restaurant de sushi et que vous demandiez une pizza, en fait. Et ça nous fait un peu cette sensation où des fois, on est considéré comme des moins que rien par nos clients et clientes aussi, qui se permettent des remarques. On a beaucoup de gens qui critiquent aussi parfois la manière de fonctionner pour nos dessins, pour donner un motif. Alors moi, comme je l'ai déjà dit, je donne mon dessin fini quelques jours avant la séance, mais plusieurs croquis une semaine avant. Mais il faut savoir que notre agenda, parfois, il est rempli et que c'est compliqué de donner des dessins très très à l'avance. Et en plus de ça, euh, ça fait que parfois on a des désistements et des situations beaucoup plus complexes qui se créent. Donc, ce serait peut-être important de se souvenir que les tatoueurs et les tatoueuses sont des humains et des humaines, qu'on fait parfois des erreurs et que ça explique aussi que parfois nos tatouages ne sont pas parfaits, qu'ils vieillissent avec vous, avec nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du fait qu'il y ait les réseaux sociaux qui soient hyper importants dans notre carrière et dans notre vie, il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on est juste des personnes et que parfois on fait des erreurs et que c'est un métier très long, qu'on donne tout ce qu'on a, on est des passionnés et que ce serait bien de ne pas oublier ça parce que vraiment, des fois, on peut avoir des remarques quand même assez dures à entendre et ça peut aussi créer beaucoup de culpabilité chez la personne qui réalise votre tatouage. Voilà, en tout cas, merci pour ces questions et merci d'avoir pris le temps d'écouter tout ça. Aussi, je passe rapidement ici pour vous montrer ce que j'utilise pour dessiner et pour créer mes tatouages. Alors, moi, je travaille majoritairement sur un iPad Pro que vous pouvez voir ici et sur un logiciel qui s'appelle Procreate qui coûte une dizaine d'euros. C'est un logiciel qui me permet de faire un dessin digital et qui me permet, quand je vais imprimer mon dessin pour le tatouer, de garder uniquement les lignes parce que si je mets tous mes contrastes dessus, le carbone, donc un peu comme le calque qu'on va appliquer sur la peau pour pouvoir repasser à la machine derrière, sera beaucoup trop saturé. Donc je dessine majoritairement là-dessus quand je conçois un projet, mais j'ai toujours un petit carnet de croquis qui me permet de poser mes idées en fait quand je sors ou que j'ai vraiment besoin de faire quelque chose de rapide et aussi d'expérimenter. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'utilise pour dessiner et s'il y en a qui ne savent pas du tout par quoi les tatoueurs passent, aujourd'hui on est beaucoup à travailler sur iPad Pro et avec cette application-là parce que c'est vraiment pratique et c'est beaucoup plus rapide de gérer son dessin sur une tablette comme ça où on a beaucoup de raccourcis, on peut adapter la taille, faire des changements demandés par le client, etc. C'est très pratique pour envoyer les dessins aussi. Certains fonctionnent toujours avec du papier, mais je vois vraiment de plus en plus de tatoueurs et tatoueuses faire ça. Donc voilà.